On a beau se convaincre soi-même d'un paquet de belles affaires, mais si on arrive en milieu de travail, par exemple, et que rien n'est adapté à nous et que les t-shirts qu'on a fait pour l'activité de levée de fonds arrêtent à X large, que les chaises sont trop petites et qu'il n'y a pas moyen d'avoir de chaises ou d'espace de travail qui est pas trop restreint, ben, on a beau voir un psychologue, on a beau avoir très confiance en soi, on a beau s'accepter soi-même, mais ça défait tout ce qu'on fait sur soi. Vous écoutez La Talenterie, votre meeting du vendredi. Bon vendredi, bienvenue à ce tout nouvel épisode du podcast La Talenterie où on parle d'innovation sociale, d'entrepreneuriat et du monde du travail. Cette semaine, encore une fois, on est dans un sujet qui est un peu plus près de l'aspect monde du travail. Par contre, c'est vraiment un sujet qui a une portée beaucoup plus large parce que c'est un débat social. Puis je pense que qu'on soit une personne qui œuvre en RH, un dirigeant d'entreprise ou n'importe qui finalement dans la société, c'est un sujet qui nous touche et auquel ça vaut la peine de s'arrêter pour y réfléchir. On n'en parle pas beaucoup, c'est encore très tabou dans notre société. Vous l'avez vu là, dans le thème, dans le titre de l'épisode, on va parler de grossophobie en milieu de travail, mais aussi en société. Je vous le dis tout de suite, j'ai choisi de ne pas me positionner, vous allez le voir. Tu sais, c'est pas que c'est un sujet qui m'interpelle pas, là, vraiment. Au contraire, je trouvais ça hyper important d'en parler dans le podcast. Mais j'ai tenté d'être un peu plus neutre dans le sujet parce que c'est quelque chose qui me rend très émotive et avec lequel moi-même, je vis pas très bien comme personne plus grosse, donc qui correspond pas nécessairement aux standards de minceur ou de perception de la santé qu'on peut avoir dans la société. Donc, je voulais pas devenir émotive ou avoir un regard qui était trop tourné vers moi. Donc, voilà, je voulais juste le dire parce que je pense que c'est important de le nommer. Là. C'est pas par hypocrisie que je suis restée neutre dans la conversation. C'est juste que je pense que j'étais peut-être pas rendue là d'être capable d'en parler en donnant mon opinion, mais en étant pas émotive finalement. Sans plus tarder, je vous présente quelqu'un qui, elle, a clairement fait ce bout de chemin-là. C'est Édith Bernier que je suis depuis plusieurs années sur les réseaux sociaux. Elle a accepté, à mon plus grand bonheur, de venir nous parler de grossophobie et aussi du livre qu'elle vient de sortir. Sans plus tarder, je vous la présente parce qu'on va faire un peu ensemble avec elle le tour ou le topo de sa biographie. Puis comme j'ai l'habitude de le faire, je vais aussi vous mettre les liens dans la description de l'épisode pour en savoir plus sur elle et sur la cause de la grossophobie si jamais c'est un sujet qui vous intéresse. Si vous avez le goût d'en jaser, d'en débattre, n'hésitez pas à soit m'écrire directement ou même à contacter Édith. Vous allez voir, elle est super facile d'approche, super sympathique. Et évidemment, vous pouvez aussi écrire des commentaires directement dans les notes de l'épisode, soit sur YouTube ou à travers la plateforme de balado Apple. Et si vous êtes à écrire un commentaire, profitez-en pour nous mettre un petit like ou pour nous donner 5 étoiles. Sans plus tarder, je vous présente Édith Bernier, qui est auteure, conférencière, blogueuse, influenceuse et consultante en grossophobie. Édith Bernier, bonjour. Bonjour Sarah, merci de m'avoir invitée. Je suis super contente d'être là. Hey, merci à toi, vraiment. Édith, avant qu'on plonge dans le sujet, je vais juste mettre un petit peu la table et parler de toi aux auditeurs là, pour qu'ils sachent un peu qui tu es, parce que moi, je te connais bien, mais je ne sais pas si c'est le cas de tout le monde. Donc, premièrement, moi, je t'ai connue quand tu étais la backpackeuse Taille Plus. Donc, tu es une blogueuse dans l'âme, tu faisais beaucoup de voyages, tu avais un blog aussi autour de ça, sur le voyage quand on est... comme tu disais toi-même avant qu'on enregistre Taille Plus, qui est un peu comme l'ancienne expression qu'on utilisait. Tu es aussi la fondatrice, rédactrice en chef de grossophobie.ca. Donc, tu as beaucoup d'éducation et de sensibilisation autour du sujet de la grossophobie dont on va parler aujourd'hui. Et tu es aussi l'autrice de Grosse et puis, qui est sortie très récemment, donc le 2 septembre 2020 aux éditions Très Carré.
tu as même une préface qui a été signée par un chercheur ou un médecin, en tout cas, qui est reconnu, qui est Benoît Arsenault, qui est comme preuve que, dans le fond, ton livre est comme backé aussi par des scientifiques dans le milieu. Donc, félicitations. Premièrement, c'est un super bon livre. Je l'ai lu. Honnêtement, je pense que ça m'a pris, je sais pas, là, même pas 24 heures à passer à travers ton livre. Ben, il est très bien fait. C'est comme le plus beau compliment qu'on peut avoir. Ben, écoute, ça faisait longtemps que je l'attendais aussi. Je pense que j'étais peut-être dans les premières à le commander. Donc, félicitations. Ben, merci. Merci à toi. Présentation. Wow, des fois, je m'habitue pas à entendre parler de moi comme ça, des fois. Pour vrai, ben, habitue-toi parce que je pense pas que c'est tes dernières entrevues. Moi, je t'écoute aussi des fois sur d'autres plateformes. Puis, de un, t'es excellente. T'es une excellente porte-parole pour parler de ce sujet-là. T'es très inspirante aussi. Puis, j'ai l'impression que t'es passionnée. Donc, d'après moi, t'as une longue... Oui. Ouais, t'as une longue carrière médiatique, je pense, devant toi. Fait que dans le fond, on va commencer tout de suite. On va plonger dans le sujet. Je vais te demander de nous expliquer parce qu'aujourd'hui, on va parler de grossophobie. Étant donné la nature du podcast, on va, oui, en parler au niveau social, mais aussi plus spécifiquement dans les organisations, comment ça se démontre, qu'est-ce qu'on peut faire aussi. Puis, tu sais, peut-être juste pour mettre la table, je te demanderais de nous expliquer un peu c'est quoi la grossophobie comme telle. Ben, en fait, là, l'expression vraiment simple, là, c'est grossophobie, c'est construit comme d'autres mots qui se terminent en phobie. On peut penser à xénophobie, on peut penser à homophobie, par exemple. Donc, la xénophobie, c'est pas la peur, en fait, c'est vraiment le dédain, c'est le rejet, l'hostilité envers les étrangers. L'homophobie, c'est donc rejet, hostilité des personnes homosexuelles. Et donc, la grossophobie, c'est, dans le fond, le rejet, l'hostilité, la discrimination envers les personnes grosses. Donc, puis je vais tout de suite prévenir les gens qui écoutent. Grosse, si le terme est bien utilisé, même chose pour gros, c'est pas un terme que je considère offensant. Je pense que c'est un terme qui mérite de reprendre sa neutralité dans le temps. Mais c'est sûr qu'il faut bien l'utiliser. Donc, on ne dira pas un gros ou une grosse. Moi, j'encourage les gens à utiliser, donc, mettons, des personnes grosses, un homme gros, une femme grosse, un enfant gros, des choses comme ça. Donc, la grossophobie, c'est donc l'ensemble des comportements et de l'hostilité et de la discrimination à l'égard des personnes grosses, obèses ou en surpoids. Personnellement, obèses et surpoids, j'ai un petit peu de misère avec ces mots-là. Je les utilise parce que je sais que c'est des références communes pour beaucoup de gens, mais sachez là, que quand je le dis, là, imaginez-vous que je mets des gros air guillemets, là, des gros guillemets dans les airs au-dessus de ma tête, là, parce que c'est des termes que je trouve qui sont très pathologisants et qui peuvent contribuer en fait à stigmatiser, à maintenir la stigmatisation envers les personnes grosses. Puis comme tu l'expliques bien dans ton livre, la raison pour ça, c'est comme tu dis, c'est des termes qui sont plus médicaux, donc ça limite un peu la condition de personne grosse à un problème de santé ou à quelque chose qu'il faut comme régler. Donc, ça fait partie, je pense, un peu des préjugés qu'on a envers les personnes grosses, là, finalement, là. Ben oui, en fait, c'est qu'on voit le fait d'être une personne grosse comme quelque chose de temporaire, comme quelque chose de transitoire, comme quelque chose à améliorer. Donc c'est ça. Et en utilisant justement des termes comme surpoids et obèse, des termes donc justement comme tu disais qui relèvent de la science, c'est comme dire qu'être grosse c'est un problème médical à régler, alors qu'il y a plein de personnes grosses qui sont en santé et de la même façon qu'il y a plein de personnes minces qui ne le sont pas aussi là. Donc c'est que ça contribue à créer une association entre taille et santé ou absence de santé qui est pas exacte, en fait. Tout à fait. Puis, ce que je trouve intéressant aussi, puis une des raisons pour lesquelles je trouvais que c'est important qu'on parle de ce sujet-là sur le podcast, c'est que ces temps-ci, j'ai l'impression qu'il y a comme des prises de conscience à l'échelle sociale sur plein d'enjeux qui sont stigmatisants, tu sais, ou des discriminants, disons, dans les organisations. Les gens commencent à réaliser que, ben, on n'est peut-être pas si inclusif que ça, finalement, que même si on a des politiques de diversité, c'est pas nécessairement des milieux qui sont favorables à l'inclusion là, des personnes de tout milieu, tout acabit, tout ça. Puis j'ai l'impression que le sujet de la grossophobie est comme jamais sur la table. Une des raisons, puis là, les personnes en RH vont se reconnaître, puis tu le sais très bien parce que tu l'as nommé dans ton livre, c'est que c'est pas un enjeu discriminatoire au sens de la loi, ni dans la Charte québécoise, ni dans la Charte des droits et libertés canadiennes. Donc, selon toi, pourquoi est-ce que ça n'a pas encore été
nommé comme vraiment un facteur de discrimination? Ben, je pense qu'il y a eu toute la composante où justement les gens voyaient ça comme une question de capacité ou de santé. Je pense que c'est tellement le fait d'être gros est tellement une condition stigmatisée euh, que je sais pas, on a-tu peur peut-être d'encourager les gens à être ou à demeurer gros si on met ça dans la charte. Je ne sais pas parce que j'ai pas essayé de la changer. Hein. Donc, j'ai fait une pétition l'année passée, ça fait à peu près un an, qui a été déposée à l'Assemblée nationale, qui a été marrainée par Mme Manon Massé pour faire changer l'article 10 de la Charte des droits et libertés du Québec, pour faire ajouter en fait toutes les formes de discrimination qui peuvent être liées à l'apparence, à la taille, au poids. Chose pour laquelle je dois dire, on n'a pas eu un non, Tony Truant. On n'a pas eu un oui, Tony Truant, mais en fait, la réponse qu'on a eue du ministre Jolin Barrette, qui est ministre de la Justice, c'est en cas où on révise la charte, ce seront des points qu'on considérera. Donc, OK. Donc, une ouverture, mais pas une priorité. Une ouverture, mais on sait pas, c'est ça, pas une priorité. Et on sait aussi qu'il n'y a pas de moment prévu pour la révision de la charte en ce moment. Donc voilà, c'est une réalité qu'il faut vivre avec. Pourquoi ça n'a toujours pas été ajouté? Écoutez, il y a des choses qui ont été rajoutées quand même assez récemment. On parle, par exemple, de toutes les questions de genre, les questions d'âge. Ça fait quand même pas si longtemps que ça que c'est inclus dans la charte. Je veux dire, et c'est pas parce qu'on est inclus dans la charte qu'on ne vit pas non plus de discrimination. Tu sais, les personnes gays, les personnes plus vieilles, les personnes de différentes origines ethniques, qui pratiquent différentes religions, ces gens-là sont toujours victimes de discrimination. C'est juste qu'ils sont protégés jusqu'à un certain point où que la personne qui commet des gestes discriminatoires envers eux commet un geste qui est bon, illicite ou qui est encore condamnable. Donc, c'est ça la grande différence. Mais oui, en effet, je sens qu'il y a de la prise de conscience, comme tu le disais. On en a beaucoup, beaucoup parlé, entre autres avec le premier confinement là, en mars, où il y a eu des espèces d'explosions de publications grossophobes sur les médias sociaux et où les gens s'inquiétaient plus, en fait, du poids qu'ils pouvaient prendre pendant la pandémie, plus encore que de tomber malade. Et c'est ça qui me faisait un peu capoter. C'était comme, voyons, c'est quoi ces priorités-là, un peu douteuses. Donc, et voilà, et c'est donc une réalité aussi pour les gens en RH, c'est qu'à un moment donné, je sais qu'il y a à quel point il faut prévoir tout, même l'imprévisible, et je sais à quel point il y a des défis, parce que toutes les questions justement d'âge, d'origine, d'accommodement, sur des questions d'handicap, sur des questions, sur un paquet de questions en fait, mais je pense que de plus en plus, ça serait vraiment bien si la grossophobie et qu'elle soit structurelle ou qu'elle soit sociale, soit considérée par les gens en RH. Malheureusement, comme il y a beaucoup d'emplois qui se jouent dans les questions d'apparence, donc, tu sais, on pense à des emplois, par exemple, de représentants ou des emplois où une personne va être vraiment la face d'une compagnie ou l'image d'une compagnie. Il y a beaucoup de gens qui vont dire, le corps fait littéralement partie du physique de l'emploi. Effectivement, tu as absolument raison de le souligner, puis j'ai l'impression aussi, puis on pourra y revenir plus tard parce que je veux quand même aussi qu'on creuse un petit peu plus sur le thème de la grossophobie, mais il y a aussi le fait que comme RH ou comme organisation, il faut être dans la prévention au niveau de la santé, puis tout ça, encourager la santé physique, la santé mentale, et souvent le poids, je pense, va être perçu comme le contraire un peu de ça. Donc j'ai l'impression que c'est comme une dualité, en fait, là, finalement, dans le rôle des RH. D'un côté, de ne pas vouloir discriminer, mais de l'autre, on veut absolument encourager la bonne santé. Je ne sais pas ce que tu en penses. En fait, c'est que si on parle de poids, de régime et tout ça en milieu de travail, ça se peut qu'on nuise à la santé de certaines personnes en milieu de travail parce que, et c'est pas nécessairement aux personnes grosses qu'on nuit le plus, les personnes qui vivent avec des troubles alimentaires, si elles entendent parler de poids et de santé et de régime à journée longue, c'est pas bon pour elles non plus. Que ce soit des personnes qui le vivent en ce moment et des personnes qui sont en rémission de troubles alimentaires parce que on est aux prises avec ça toute sa vie. Bon, moi, personnellement, j'ai pas vécu avec ça, mais des messages que j'ai eus de personnes autour de moi qui vivent avec ça, avec cette réalité-là, c'est que tu es juste plus ou moins sensible, mais tu es à risque toute ta vie. Donc, c'est le genre de choses qu'il faut aussi garder en tête. Il faut se sortir de toute façon de la tête que
le fait d'être gros veut dire de ne pas être en santé et que le fait d'être mince veut dire d'être en santé. Ça, je veux dire, il y a plein de personnes minces qui sont sédentaires, qui mangent pas équilibré, qui sont pas actives, qui sont stressées à l'os. Donc, il y a plein de personnes grosses, je veux dire, qui ont des vies sociales super intéressantes, qui mangent, 3 repas par jour, bien équilibrés, qui essaient d'être actives, qui essaient de faire attention à leur santé mentale. Donc, il faut se sortir de la tête que minceur égale santé, que grosseur égale absence de santé. Et ça, c'est quelque chose qui, une fois qu'on va avoir réussi à le défaire, va être un atout pour justement toute la gestion, que ce soit au niveau des RH, mais aussi la représentation en matière de publicité dans les médias, etc. Ouais, puis un autre thème, tu sais, pour bien comprendre un peu ce que c'est la grossophobie, puis tout ça, dans ton livre, tu fais une nuance entre disons, la lutte à la grossophobie puis les mouvements de type diversité corporelle, body positive. Est-ce que tu peux nous en parler un peu de comment tu perçois ça? Oui, ben en fait, le body positive, la diversité corporelle, moi, je mets ça pas mal dans la même boîte, là. C'est dans le sens, c'est encourager l'acceptation des corps marginalisés en général. Ça peut être les corps des personnes qui vivent avec des handicaps ou des maladies visibles, ça peut être des personnes qui sont racisées, ça peut être des personnes très grandes, très grosses, très minces, des personnes plus jeunes, plus vieilles, avec des maladies de peau, des personnes trans, des personnes, c'est vraiment là, c'est vraiment une appellation parapluie, en fait. Mm-hmm. Et sous ce grand parapluie-là, donc, il y a plusieurs catégories et il y a, entre autres, les personnes grosses. Et donc, les questions de personnes grosses qui touchent uniquement, donc, aux questions de taille, dans le sens de grosseur et de poids, on tombe dans le fat acceptance, on tombe, donc, l'acceptation des personnes grosses, on tombe dans le fat liberation, donc, la libération des personnes grosses. Personnellement, je suis en fat acceptance, que c'est l'expression que j'utilise pour moi, c'est-à-dire que j'encourage l'acceptation, l'inclusion des personnes grosses. Et ça, c'est vraiment une composante parmi tant d'autres du grand spectre là, de la diversité corporelle. Puis pourquoi c'est important de la nommer puis de donner sa place et de pas seulement en parler sous le grand parapluie de la diversité corporelle? Ben parce que c'est un enjeu qui lui est propre. Je veux dire, les personnes, et c'est aussi un enjeu dans le sens que, comme tu le disais tout à l'heure, il y a plusieurs composantes chez les personnes marginalisées qui sont protégées en matière de droits et libertés. Donc, on peut penser aux personnes trans, on peut parler aux personnes racisées, on peut penser aux personnes plus vieilles, on peut penser aux personnes handicapées. Mais encore là, les personnes grosses ne bénéficient pas de cette protection-là, et du moins pas au Québec et au Canada, mais à d'autres endroits dans le monde, oui. Et donc, c'est important de la nommer et c'est important de reconnaître que toutes ces réalités-là sont importantes, qu'elles existent toutes. Et moi, celle que j'ai choisie, donc, c'est toute la question d'acceptation, d'inclusion des personnes grosses. Et tu sais, quand tu parles de l'acceptation des personnes grosses, tu sais, ce que je trouve aussi qui est particulier, puis j'imagine que tu pourrais compléter bien mieux que moi, mais avec la grossophobie, c'est que normalement, quand on a une phobie ou qu'on a puis tu l'as dit tantôt, là, c'est pas phobie au sens de peur, mais quand on marginalise des gens, souvent, c'est des gens qui sont pas nous ou qui sont différents de nous. Alors que j'ai l'impression que les personnes grosses sont souvent elles-mêmes grossophobes. Je sais pas si tu as envie de parler un peu de cette réalité-là. De cette réalité-là qu'on appelle la grossophobie internalisée. En fait, le principe d'internalisation en psychologie, c'est le fait d'adopter pour soi-même des principes qui sont adoptés ou des notions, des caractéristiques qui sont acceptées par l'ensemble de la société. Donc, l'ensemble de la société considère que les personnes grosses sont, bon, peu importe, paresseuses, pas attirantes, qu'elles sont incompétentes, qu'elles sont inactives, qu'elles mangent mal, bon, etc., etc. Et donc, la question ici, c'est qu'il y a des personnes grosses qui internalisent ce message-là et qui l'adoptent envers elles-mêmes. Je pense aussi que dans la grossophobie, et que ça relève en fait de la culture des régimes, on se
blâme beaucoup soi pour nos échecs à être ou à ne pas être, à être. Donc, on échoue à être une personne mince, on échoue à perdre du poids, on échoue à être la personne qu'on voudrait être, alors qu'on le sait et que ça a été démontré, les régimes, les processus de perte de poids commerciaux et tout ça sont des échecs à 95% sur 5 ans. Donc, c'est une industrie complète qui est basée, en fait, sur l'échec, mais sur le fait que les personnes se blâment eux-mêmes plutôt que de blâmer quelque chose qui fonctionne pas. Et il y a très peu d'industries, en fait, qui sont construites comme ça. Je veux dire, si on constatait que quoi que ce soit avec 95% d'échecs sur 5 ans, ça ferait longtemps que ça serait out of business, là. Mais l'industrie du régime mise sur la grossophobie, sur cette grossophobie internalisée, sur l'acceptation du fait que si on échoue, c'est de notre faute, pour te revendre un nouveau régime, te relancer dans un nouveau programme de minceur et de promesses et de shakes et de trucs du genre. Et ça, c'est particulièrement pervers parce que ça reconfirme régulièrement le sentiment d'échec, le sentiment d'être inadéquat, et ça vient juste, en fait, grossir le sentiment de ne pas être une bonne personne, tout simplement parce qu'on est grosse. Oui, puis tu as raison que la perception sociale, c'est que c'est quelque chose qui se gère, puis que c'est une question de volonté. Tu en as parlé tantôt, on peut être en santé et en forme, puis quand même ne pas maigrir ou demeurer une personne grosse. Donc, j'ai l'impression que c'est encore plus, justement, tu sais, oui, il y a la santé physique, mais là, on touche beaucoup aussi à la santé mentale, à la perception de soi, à l'amour de soi, à l'acceptation de soi. Donc, c'est quand même assez particulier, puis je pense que ça touche quand même très large aussi comme sujet. Pourquoi est-ce que tu penses que les organisations devraient se préoccuper de ça? Est-ce que c'est pas un combat qui est un peu plutôt, tu sais, individuel ou à gérer, disons, je dirais, chez le psychologue ou tout ça? Ou pour toi, c'est aussi une discussion sociale qu'on devrait avoir, puis une discussion organisationnelle? Ben, c'est parce qu'on a beau se convaincre soi-même d'un paquet de belles affaires, mais si on arrive en milieu de travail, par exemple, et que rien n'est adapté à nous, et que les t-shirts qu'on a fait pour l'activité de levée de fonds arrêtent à X large, que les chaises sont trop petites et qu'il n'y a pas moyen d'avoir de chaises ou d'espace de travail qui est pas trop restreint, ben, on a beau voir un psychologue, on a beau avoir très confiance en soi, on a beau s'accepter soi-même, mais ça défait tout ce qu'on fait sur soi. Donc, je veux dire, oui, on a tous du travail à faire sur soi, on a tous une évolution à faire. Moi-même, personnellement, dans les dernières années, puis on en parlait avant l'enregistrement, je pensais d'une personne à se dire, ben voyons, je suis pas militante, je suis pas activiste. Moi, est-ce que je suis grosse? Non, je suis une taille plus, mais finalement, je suis devenue grosse. Si je me disais, j'ai toujours été, mais je le suis devenue dans mon choix de vocabulaire. Je veux dire, on a tous du chemin à faire de façon personnelle. On a beaucoup de choses à confronter, mais je pense que si on se donne l'effort si on met l'effort pour faire ça, je pense qu'il faut qu'en quelque part la société réponde aussi à cet effort-là et qu'elle donne suite. Et c'est là qu'il y a beaucoup de sabotage, si je peux me permettre l'expression, c'est que la personne a beau s'aimer, la personne a beau se sentir bien dans sa peau, la personne a beau être active, avoir les meilleures habitudes de vie, si elle reste grosse, puis qu'elle arrive dans un milieu de travail où on juge de façon directe ou indirecte, de façon structurelle ou sociale les personnes grosses, elle a tout ce qu'elle fait de bien, elle se dit, ben, finalement, c'est pas assez. Ouais. Ou que ça donne rien. Donc, il faut arrêter de juste considérer que le corps d'une personne est une question de choix, parce que c'est pas vrai. Et j'avais sorti d'ailleurs une lettre ouverte dans la presse il y a pas tout à fait un an encore sur cette question-là. Et je veux dire, c'est démontré que la génétique peut avoir jusqu'à 75% d'influence sur la détermination de la C'est quand même taille des beaucoup, personnes. 75%. Donc les échecs les diètes sont des échecs à 95%, puis 75% jusqu'à 75% de ton poids est déterminé par ta génétique. Il nous reste de moins en moins de contrôle sur ça, là. Effectivement. Puis pourtant, comme tu le soulignes,
tu parles, puis je t'écoute, puis il y a une statistique que tu nommes dans ton livre qui me revient en tête. Puis je pense que c'est au début du livre où tu dis qu'il y a eu un sondage qui a été fait, puis là, tu pourras peut-être préciser, là, mais une étude américaine qui avait démontré là, que plutôt que d'être considéré comme obèse, les personnes aimaient mieux, puis tu sais, t'as un paquet d'affaires épouvantables, là, comme être divorcé ou vivre une dépression. Oui, il dit qu'en fait, plutôt qu'être considéré obèse, 30% des personnes sondées préféraient être divorcées, 25% préféraient être incapables d'avoir des enfants, 15% seraient prêts à mourir 10 ans plus tôt, un autre 15% choisirait de vivre une dépression majeure. Et là, ça commence à être intense. 14% préféraient être alcooliques, 5% préféraient subir l'amputation d'un membre et 4% aimeraient mieux être aveugles. Donc, ça donne une idée d'à quel point il y a de la stigmatisation qui est liée au poids. Quand tu dis « je préférais être aveugle qu'être gros », je préférais ne pas être capable d'avoir des enfants ou être divorcé ou être alcoolique qu'être gros. C'est quelque chose quand même, là. C'est indéniable. Oui, clairement. Puis ça, c'est les gens envers eux-mêmes qui se mettent ces barrières-là, mais clairement c'est le reflet un peu des jugements qu'on porte aussi sur les autres, puis de comment on se stigmatise entre nous par rapport au poids. Fait que je la trouvais importante, cette statistique-là, parce que des fois, on peut dire, tu sais, est-ce que c'est si pire que ça? Est-ce que vraiment, mais oui, tu sais, clairement. C'est si pire que ça. Il faut le dire, là. C'est si pire que ça. Donc, je suis fière quand même de la recherche qui a été faite pour ce livre-là parce que je sors des données qui sont particulières, qui sont vraiment hallucinantes. Tu sais, quand on pense qu'au Québec, on a 30% de personnes qui sont considérées, et je sors mes guillemets, obèses, et on a un autre... je ne sais pas exactement c'est quoi le pourcentage, mais en tout cas, en tout et partout, ça fait 58 à 60% de la population qui est considérée en surpoids ou obèse. Enlève, mettons, les 10% de personnes moins grosses dans tout ça, on arrive quand même à 50% de la population du Québec qui est une population grosse. Et on se retrouve avec, donc, des préjugés envers 50% de la population. Quand même, hein, ouais, c'est beaucoup. Puis, tu sais, évidemment que j'ai l'impression que, tu sais, les préjugés vont selon l'importance. Tu le nommes toi-même dans le livre, là, tu sais, t'as les personnes qui ont vraiment un problème problème. Moi-même, tu vois, j'utilise un vocabulaire qui est pas adéquat, mais c'est des personnes grosses, c'est des personnes qui sont jugées comme plus grassettes. On dirait c'est plus facile de pardonner quand... Il y en a qui passent mieux que d'autres, c'est ça. C'est que dans le sens que quand on regarde Ashley Graham, puis ça, c'est une image que j'utilise dans le livre et qui fait sourire beaucoup de monde. Si on regarde un mannequin traditionnel et qu'on regarde Ashley Graham, en fait, c'est comme si le mannequin traditionnel, c'est un petit bonhomme en pain d'épices, puis qu'on a passé un petit coup de rouleau à pâte pour l'agrandir dans toutes les directions. Et on a Ashley Graham. Parce qu'Ashley Graham, je veux dire, elle est dans les standards de beauté très, 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 très proche, très féminine, les cheveux longs, les lèvres pulpeuses, les seins, les fesses, la taille définie. Je veux dire, tout le monde la trouve belle, Ashley Graham. Là. Je connais pas grand monde qui la trouve pas belle. Donc, on se dirige on se donne bonne conscience en se dirigeant vers des modèles qui sont très, 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 très près des normes déjà en place et de ce qui est déjà jugé acceptable. Et on se dit, on se lave les mains, on a, entre guillemets, une taille plus. Mais, tu sais, Ashley Graham, elle fit dans du X large. Effectivement. Donc, et ce qui est particulièrement pervers, c'est que ici, ce qu'on considère taille plus, là, généralement, ça commence autour de 14 ou 16. Mais en Europe, en France, par exemple, c'est la taille qu'on appelle 40. Et le 40, ça serait à peu près un 10 ici. Donc, un grand médium, mettons. Ouais. C'est effectivement... C'est plus gros, ça, là. C'est vraiment plus gros, ça, là. Je veux dire, en fait, ça commence à être une moins grande partie de la population que la population grosse, parce que ici, au Québec, comme je disais, on a 58 à 60% des personnes qui sont considérées en surpoids, en guillemets, ou obèses. Donc, c'est du monde qui porte probablement des X larges ou plus grand encore. Donc, c'est assez fou quand on y pense, là. Et je veux dire, aux États-Unis, à peu près le 3/4 des femmes portent une taille 16 ou plus. Pourtant, on n'a pas le 3/4 des magasins qui sont consacrés aux femmes
taille 16 ou plus. C'est un bon point. Écoute, on n'avait pas parlé de ça dans notre préparation, mais ça m'amène à te demander qu'est-ce que tu as pensé de la fermeture, justement, du magasin additionnel. C'est additionnel, hein, qui est fermé cet été? Oui. Ouais. Oui, écoute, moi personnellement, j'ai toujours un pantalon propre et une blouse propre et un kit corpo que j'appelle dans mon garde-robe, même si j'ai assez rarement besoin de le porter, mais j'en ai toujours un. Et je me dis, là, ça va être un méchant défi parce que non seulement ils ont fermé les succursales additionnelles, mais ils ont aussi fermé plusieurs succursales de Pennington. Ah, Donc, je savais pas ça, par contre. oui, il y a des succursales de Pennington aussi qui ont fermé. Donc là, ça va être d'essayer de se commander quelque chose sur Internet qui vient des États-Unis. Bonne chance si on a un avis de 3 jours avant d'aller passer une entrevue d'emploi. Là. Je veux dire, si moi, je réalise que mon kit corpo me fait plus, là, ça va vraiment pas bien. Il faut que je commande probablement des États-Unis, que ça va me coûter une petite fortune. Là. Moi, je suis chanceuse, je peux me le permettre. Mais quelqu'un qui est sans emploi n'a pas nécessairement ni le temps, ni l'argent de faire tout ça, parce qu'on s'entend que le taux de change US en ce moment est vraiment pas notre avantage. Même chose pour la livre anglaise. Si on trouve certains trucs en Angleterre, mais généralement, c'est plus vers les États-Unis qu'on se tourne pour le taille plus. Donc, c'est carrément, ça peut carrément être un obstacle à l'employabilité parce que, je veux dire, imagine quelqu'un qui se présente à une entrevue d'emploi avec des leggings ou des jeans, puis qui dit, je m'excuse, je n'ai plus de magasin pour me trouver des vêtements pour le bureau. Comment ça passerait? Mais c'est une réalité, en fait. C'est que ça peut fort bien arriver. Donc, si, je veux dire, s'il y a des personnes grosses qui écoutent le podcast, j'ai dit, préparez-vous d'avance un petit pantalon noir puis une petite blouse ou un petit kit corporatif parce que vous savez jamais si jamais vous allez en avoir besoin et combien de temps vous allez avoir avant une entrevue, avant une occasion spéciale où vous aurez besoin d'un ticket plus propre et que vous n'aurez pas le temps de vous en trouver un. Oui, puis là, on parle des entrevues qui sont des événements ponctuels, mais dans le cadre de certains emplois, ça requiert, bon là, on est en pandémie, peut-être un peu moins, mais normalement, il y a des emplois qui requièrent beaucoup de présence en personne. Je pense à mon métier de consultante, Absolument. entre autres, là, c'est important d'avoir des vêtements présentables et variés. Absolument. Fait que donc, dans le fond, absolument. Ouais, écoute, j'avais jamais même pensé à ça, mais à la limite, on pourrait même parler de tu sais, que ça affecte la sécurité financière. Oui, tout à fait. Tout à fait, parce que, comme je disais, ça peut nuire à la capacité d'obtenir un emploi, ça peut créer des dépenses. Imagine la personne réussit à quand même s'acheter un ensemble, mettons un haut, un bas, dépense 150 $, je veux dire 150 $ pour un haut puis un bas, là, c'est pas énorme, là. C'est banal. Puis elle n'a pas la job. Effectivement. Donc, ça peut être vraiment un obstacle qui maintient et qui force les gens dans l'insécurité. Et ça, c'est assez terrible d'y penser, surtout quand on considère, encore une fois, qu'il y a au moins 30 % de la population qui est considérée obèse au Québec. Ça veut dire qu'il y a 30 % des femmes qui sont à risque de possiblement se retrouver dans cette situation-là. Oui, et des hommes, est-ce qu'on a la proportion, là, tu dis 30 je dirais à peu près 30 %, là, ça se peut que ce soit, qu'il y ait une petite différence, mais c'est assez similaire, en fait. Ah, OK. Puis là, je veux qu'on revienne aussi parce que tu as commencé à en nommer certaines, mais une des choses dont tu parles dans ton livre, c'est la notion de microagression. Puis je me demandais, est-ce que tu pourrais me donner des trucs pour reconnaître un peu les microagressions qu'on peut faire nous-mêmes ou qu'on peut avoir dans le cadre d'un contexte de travail pour être capable un peu au moins de commencer à se sensibiliser puis à voir un peu cette marginalisation-là finalement qui se fait de façon un peu insidieuse au quotidien, qu'on remarque pas toujours nécessairement? Ça peut être déjà des comportements, pas des comportements, mais des commentaires sur le poids. Tu sais, le truc du genre, t'as maigri, t'as l'air en forme. Ou à l'inverse, t'as engraissé, ça va-tu? Je veux dire, juste passer des commentaires sur le poids, ça peut être une forme de microagression. Parce qu'une personne qui engraisse va pas nécessairement moins bien, une personne qui a maigri va pas nécessairement mieux. Et ça, j'explicite plus en détail là, dans le livre. Ça, c'est le genre d'exemple, par exemple, de microagression ou de partager des conseils. Tu devrais essayer la diète que j'ai faite, c'est super le fun, c'est vraiment pas fatigant, ça se fait tout seul, t'as même pas besoin de volonté.
je vais demander la permission avant de parler de certaines choses. Surtout si on ne connaît pas bien la personne à qui on s'adresse, ça peut être hyper agressant, ça peut être un très, très gros trigger, si tu permets l'expression, pour les gens qui vivent avec des problèmes de troubles alimentaires, des troubles du comportement alimentaire, de la dysmorphie, donc des troubles de l'image corporelle. Je veux dire, ça peut créer une crise carrément. Et je sais bien que la personne ne veut pas mal faire, mais c'est qu'il faut en fait être très conscient de ces commentaires-là, justement, qui nous semblent innocents, qu'on peut dire, ou ah, t'es belle, t'as maigri, tu sais, moi, j'étais pas laide avant. Donc, c'est toutes les petites choses qui peuvent créer des malaises et que pour la personne qui le dit, probablement avait aucune mauvaise intention, mais pour la personne qui le reçoit, ça se peut que ça la hante toute la journée. Là. Tu sais, il y a des commentaires sur les portions, sur les choix de nourriture au restaurant, mettons, je vais dire au party de Noël, mais il n'y en aura pas 20 cette année, mais bon, peu importe, dans des activités de groupe, des buffets, je veux dire, ça m'est déjà arrivé, moi, personnellement, qu'il y a quelqu'un qui m'a déjà dit, et à l'époque, j'étais sur un régime commercial dont je vais taire le nom, mais qui m'avait dit, ouais, pour une fille qui fait tel régime, je trouve que tu la pètes, là. Parce que, exceptionnellement, cette fois-là, je mangeais un club sandwich parce qu'on était à l'extérieur, puis que je disais, ouais, mais je dis, moi, je passe des commentaires sur ce qu'il y a dans ton assiette ou sur ce qu'il n'y a pas dans ton assiette. Donc, ça peut être hyper, hyper malfaisant, même si c'est pas mal intentionné. Non, c'est ça. Et ça peut laisser des traces très, très, très longtemps. T'as raison, puis ça, tu sais, on l'observe souvent dans les tu sais, quelqu'un qui dit qu'il fait un régime, puis les collègues veulent l'encourager, mais ça peut devenir très insidieux, justement. La personne peut sentir que ses repas sont surveillés, mais même les gens autour, je veux dire, ça m'est déjà arrivé une autre situation en milieu de travail où, et ça fait, généralement, les gens, la mâchoire leur tombe quand je leur raconte ça. La dame vient me voir, une dame d'un certain âge, et qui me dit, Edith, c'est à quelle heure la rencontre midi? Je dis, la rencontre midi. Elle dit, oui, tu sais, la rencontre, là, c'est à quelle heure? C'est dans quel local? Je sais pas de quoi tu parles. Elle dit, oui, là, la rencontre du groupe de perte de poids, tu dois être dedans. J'ai regardé, mais je dis, non, je suis pas dedans. Tu sais, la personne, elle a comme assumé que parce que j'étais probablement la plus grosse personne du bureau, forcément, je devais être dans le groupe de perte de poids. Tu sais, je sais bien que la personne ne voulait pas mal faire, mais imagine si j'avais été super sensible par rapport à ça. Imagine. Ah, c'est sûr. Donc ça, c'est des choses qui me sont arrivées que je sais bien que les gens ne voulaient pas mal faire. Ou, tu sais, j'entendais parler des filles qui font la moitié de ma silhouette, qui étaient dans un concours de Biggest Loser, tu sais, au bureau. Ouais, parlons-en de ces concours-là, parce que ça se voit plus aux États-Unis ou au Canada, tu sais, les compagnies qui ont comme une maison mère aux États-Unis, tout ça, j'ai l'impression que c'est un peu plus présent, là. Je pense que ça existe beaucoup entre employés, en fait, sans que ce soit nécessairement encadré. Moi, j'ai vu ça de façon très non officielle entre employés. Et je dois dire, j'ai vu des trucs de perte de poids dans au moins 3 milieux différents de travail, je dirais, dans les 10 dernières années, et qui était approuvé par l'employeur, dans le sens que l'employeur donnait accès à une représentante d'une compagnie de régime commercial. Et quand je parle de régime commercial, là, je parle des régimes de perte de poids dont on peut voir, mettons, des pubs à la télé, des choses comme ça, ou encore qui toléraient ou qui prêtaient leurs locaux à un groupe de personnes qui s'étaient formées, un groupe d'employés, et qui faisaient un concours style Biggest Loser un peu. Donc, la personne qui parle le plus gros pourcentage de poids gagne une cagnotte X après un temps X. Donc, et moi, des groupes Biggest Loser, j'en ai vu dans 2 milieux de travail et une personne représentante de régime commercial venir à toutes les semaines dans au moins un milieu de travail. Oui, ça, c'est fréquent. Et puis, c'est un bon point parce que tu vois, souvent, le réflexe employeur qui, je pense, est légitime ou qui part d'une bonne intention, c'est de dire, ben, je veux donner accès ou je veux faciliter les outils pour les gens qui veulent prendre en main, entre guillemets, leur santé. Il y a moyen de le faire de plusieurs façons. Entre autres, il y a des programmes d'aide aux employés où tu peux avoir accès à un nutritionniste, à des psychologues, possibilité d'aller plus loin puis de regarder un peu de pas le regarder juste comme un régime, justement, puis de pas limiter ça à une question de poids, puis de se faire accompagner au-delà de sortir finalement juste du poids, puis d'y aller plus au niveau de la santé. Donc ça, c'est une avis. La santé globale, en fait. C'est ça. Parce que, je veux dire, les employeurs mettent
ils disent, ah ben là, nous, on a un programme d'aide aux employés, nous, on a un programme de wellness au bureau, etc., etc. Et si l'employé ne se retrouve pas là-dedans, ou si l'employé vit de la détresse, peu importe la nature d'ailleurs, ça devient son problème. Oui, mais c'est beaucoup plus complexe que ça. Des fois, c'est même institutionnel, là. Je veux dire, des fois, les pratiques de l'employeur peuvent nuire à Mhm. une personne qui essaie d'être en santé et peuvent créer son gain de poids, tu sais, comme une personne qui travaille dans un contexte, par exemple, de centre d'appel très, très, très intense où elle se déplace très peu, cette personne-là est hyper, hyper, hyper sédentaire. Je veux dire, et l'employeur, est-ce qu'il donne des pauses aux 15, mettons, aux heures de 5 minutes, 10 minutes pour se lever puis aller faire le tour de son cubicule? Il y en a pas ben que je connais qui font ça. Ça ferait du vrai wellness, par exemple. Mhm. Mais c'est parce que ça pourrait venir affecter la production, l'efficacité, la productivité de l'entreprise. Fait qu'on va faire un programme de wellness, on va parler de santé, on va distribuer des recettes de jus vert par courriel, mais on va quand même forcer les employés à rester assis à leur place jusqu'à temps que ce soit leur heure de pause, à se faire crier après peut-être par des clients méchants ou mécontents. Le reste du wellness, ça sera leur problème. Donc, faut arrêter de voir justement le mieux-être et le wellness comme quelque chose qui, ben aussi, on met des conditions X, Y, Z en place. Nous, notre job est fait comme employeur. Je pense que Ouais. faut vraiment créer des milieux qui sont plus euh, plus favorables au mieux-être des employés. Et ça inclut, entre autres, le fait d'arrêter d'avoir des programmes de régime, d'arrêter d'avoir des groupes de perte de poids parce que au-delà des personnes impliquées qui perdent leur temps, hein, on s'entend que 95% ne fonctionnent pas sur 5 ans, il y a aussi les gens autour qui peuvent se sentir triggered, qui peuvent se sentir insultés ou qui peuvent se sentir menacés par la présence de ces programmes-là et qui peuvent à force d'entendre des commentaires, tu sais, parce que ces meetings-là, si c'est sur l'heure du lunch, ça finit jamais alors que c'est supposé finir. Ça continue toujours dans les cubicules, ces discussions-là. Et là, les gens autour commencent à être inclus dans ces discussions-là contre leur gré, si tu veux. Et moi, je n'ai pas envie d'entendre quelqu'un qui dit que c'est une meilleure personne parce qu'elle a perdu du poids. Tu sais. J'ai pas envie d'entendre des gens se faire féliciter parce qu'ils ont maigri, parce que non seulement ils perdent leur temps, mais je veux dire, ça fait quoi de moi, ça? Mm. Ouais, je peux comprendre l'espèce d'enjeu d'avoir une discussion autour de ça constamment. Puis l'envers de la médaille, une des raisons pourquoi, tu sais, on parlait tantôt un petit peu aux États-Unis, il y a, tu sais, les programmes de Biggest Loser, tout ça, il y en a qui sont carrément mis en place par l'employeur. Puis même des fois, il y a des réductions de primes qui sont associées à ça dans le régime d'assurance collective. Puis aux États-Unis, c'est beaucoup, beaucoup plus cher. La raison pour ça, c'est un peu que c'est un facteur de risque finalement, puis que les personnes grosses ont le potentiel de coûter plus cher au régime. Donc, on essaie d'encourager les employés à perdre du poids pour obtenir des réductions de primes d'assurance ou des choses comme ça. Mais est-ce qu'on les encourage autant à arrêter de fumer? Est-ce qu'on les encourage autant à faire de l'exercice? Est-ce qu'on les encourage autant à prendre des pauses pour leur santé mentale? Est-ce qu'on les encourage? Ça aussi, c'est des facteurs de risque, tu sais, à un moment donné. Puis il y a toute la notion aussi de causalité et de corrélation. Il y a des choses qui suivent des corrélations et c'est drôle parce que j'ai partagé un truc là-dessus sur ma page Facebook la semaine dernière. C'est pas parce que deux choses se suivent, ont des tendances similaires qu'elles sont forcément reliées. Par exemple, aux États-Unis, le nombre de personnes membres du barreau, donc le nombre d'avocats nommés au barreau, depuis plusieurs années, suit le montant des dépenses que les gens font pour leurs animaux de compagnie. Les deux tendances, là, les deux lignes là, sont hallucinantes. Les proportions, est-ce qu'il y a un lien entre les deux? Ben, probablement pas. Mais il y a beaucoup de gens qui vont dire ah ben le poids des gens monte et le taux de mortalité monte. OK, mais il y a comme un paquet d'affaires, le stress, le tabagisme, les mauvaises habitudes de vie, je veux dire les accidents, la qualité de l'air, il y a l'exposition à différentes substances qui peuvent augmenter les risques de cancer. Il y en a 1 million. Le mauvais accès aux soins de santé aux États-Unis, on s'entend que c'est un enjeu. Les gens ne vont pas se faire traiter parce qu'ils n'ont pas les moyens. Donc,
je pense qu'à un moment donné, c'est pas parce qu'il y a des choses qui ont des tendances semblables, comme le nombre d'avocats nommés au barreau et les dépenses pour les animaux de compagnie, c'est pas parce qu'ils ont des courbes semblables que ça a un lien, là. Donc, il faut arrêter Effectivement. de connecter ces choses-là et de voir les facteurs de risque pour ce qu'ils sont, des facteurs de risque, et de voir, on ne sait pas quelle importance les facteurs de risque ont très souvent. Est-ce que le poids est plus important que la génétique? Est-ce que le tabagisme est plus important que la sédentarité? Est-ce que les choix alimentaires et l'accès à des aliments sains, est-ce qu'ils donnent plus d'argent à ces gens-là pour qu'ils aient plus de moyens pour s'acheter des fruits et légumes frais? Est-ce qu'ils leur donnent plus de temps pour pouvoir se cuisiner des repas à la maison plutôt que de manger du fast-food? Donc, ça, c'est là, en fait, que c'est jamais tout noir ou tout blanc. C'est tellement de nuances de gris, en fait, et Mhm. c'est tellement plus complexe parce que on aurait tendance à penser que les personnes pauvres sont minces, mais non. En fait, les personnes pauvres, la pauvreté est un facteur qui contribue à l'augmentation du poids chez les personnes. Et c'est que du jour au lendemain, si moi je gagne la loterie après avoir été en situation de précarité financière, avoir été pauvre, je maigrirai pas du jour au lendemain. Non? Donc, c'est pas parce qu'on règle un problème que, entre guillemets, un problème ou qu'on remédie à une prédisposition à avoir un poids plus élevé que forcément le poids va descendre. Ben non. Ouais, puis comme tu le dis Donc, ça, c'est toutes des choses que les employeurs. Est-ce que c'est un choix de pas le voir? Est-ce qu'ils le savent vraiment pas? Tu sais, moi, je suis pas là pour tirer la roche à qui que ce soit, mais je pense que c'est des choses, faut voir plus grand que juste poids égale santé, poids égale mortalité, poids égale assurance qui coûte plus cher, égale plus malade, égale il n'y a pas juste ça. C'est justement la pauvreté, la santé mentale, la sédentarité, les habitudes de vie, le milieu familial, l'endroit où l'on vit, l'accès à des installations sportives, à des espaces verts, l'accès à le fait de vivre dans un désert alimentaire, donc de ne pas avoir accès à des fruits, des légumes, des aliments frais, le temps de cuisiner, la capacité de savoir cuisiner. Donc, c'est toutes des choses qui peuvent avoir une influence aussi importante que juste le poids sur la qualité de vie et sur la santé des individus. Clairement, puis je pense que tu l'expliques très bien. Tu expliques très bien aussi comment, en ce moment, il y a beaucoup d'éducation, je pense, à faire autour de la conception du poids, autour de la grossophobie, autour des microagressions qu'on vit en organisation. J'ai envie de te demander aussi, au niveau des espaces de travail, parce que tu m'en parlais avant d'enregistrer, c'est un service de consultation que tu offres. Comment on peut faire pour s'assurer que nos espaces de travail soient inclusifs au niveau des personnes grosses? Ben, ça peut être aussi simple que le choix de chaises, par exemple, s'il y a un lobby ou une salle d'attente, une entrée, quelque chose comme ça, d'avoir des chaises qui sont non seulement solides, mais certaines chaises qui n'ont pas d'accoudoir. Parce que ça prend pas grand-chose pour rentrer dans la cuisse et que ça va être extrêmement inconfortable. En plus il n'y a rien de plus malaisant que de se lever et que la chaise vienne avec soi. Donc, ou de s'asseoir super tranquillement ou de devoir rester debout parce qu'on ne fait pas confiance à la solidité de la chaise. Donc, c'est rien pour c'est rien pour se sentir à l'aise. Je pense aussi qu'il faut arrêter de concevoir les espaces de travail, là, les fameux cubicules, comme étant, comme on dit en anglais, one size fits all. Parce que dans un des milieux de travail où je me suis retrouvée, moi, j'ai la chance d'avoir une chaise qui était le résultat, en fait, un achat du résultat d'une évaluation ergonomique. Donc, je suis super chanceuse, j'ai une grosse chaise pour mes grosses fesses, mes grosses cuisses, pour mon corps qui est plus gros, mais mon cubicule est de la même grosseur que la fille, tu sais, moi je mesure 5 pieds 8 quand même, que la fille devant moi qui mesure 5 pieds et qui pèse 120 livres. Mm. Sauf que ma chaise est 2 fois plus grosse. Fait que quand je me lève, ma chaise pète dans le mur, me rebondit quasiment dessus, puis je me rassois presque de force. Donc, je dis, ça peut être, ça peut être dangereux, là. Mm. Donc, faut concevoir, c'est qu'à un moment donné, c'est pas l'espace qui devrait former l'individu, mais c'est l'individu qui devrait avoir une certaine influence sur son espace. Donc, une personne qui est plus grande, mais il y a une réalité semblable aussi pour les personnes qui sont très petites. J'ai une amie qui mesure 4 pieds 11, qui pesait 95 livres. Elle, son problème était inverse. Tout était trop gros, tout était trop grand. Les pieds ne touchaient pas à terre sur sa chaise était trop grande. Les claviers étaient trop gros. Elle se faisait des blessures aux coudes, aux poignets, aux épaules. Donc,
de baser l'aménagement, entre autres, des espaces sur les individus est tellement important. Mais au-delà de ça aussi, penser à la représentation. La représentation de la compagnie, est-ce qu'elle est inclusive? Est-ce qu'elle est variée? Et de pas tomber aussi dans toute la notion de tokenization, d'instrumentalisation. Faut que ce soit naturel, faut pas que ce soit stagé, faut pas, regarde, on a mis une personne grosse pour se donner bonne conscience, parce que, non, si tu mets une personne grosse sur ton affiche, ça veut dire que tu serais prête à l'engager. Ça veut dire que ça veut dire que si elle vient dans tes bureaux, elle va être confortable. Ça veut dire que si cette personne-là qui parle au nom de la compagnie, tu t'attends à ce que tes clients la prennent au sérieux. C'est tout ça aussi que ça veut dire. Ça veut dire la même chose dans le fond que si tu t'engages, tu embraces cette personne-là. Tu dis, OK, je veux pas juste l'engager pour remplir un quota, mais je veux l'engager parce que je considère que cette personne-là a les compétences et que je considère que cette personne-là mérite cet emploi-là, mérite d'évoluer au sein de notre milieu et je veux lui donner les outils aussi pour réussir et ne pas juste dire, bon, ben moi j'ai fait ma bonne action, j'ai engagé une personne grosse, regardez, on fait de la diversité corporelle. Clairement. Puis c'est pas évident aussi parce que tu le dis toi-même dans ton livre, il y a pas vraiment de beaucoup de ressources ou de guidelines, tu sais, autour justement de la grossophobie. Il y a pas d'organisme, à moins que je me trompe là, ou que ça ait changé depuis la rédaction de ton livre, mais il y a pas d'organisme qui milite, disons, pour les droits ou contre la discrimination. Je pense que tu es probablement la première personne qui a commencé à partir une ressource là, à accumuler de l'information sur le sujet. Je pense que ça n'existait même pas avant. Donc, ben, dans un truc du genre, non. Grossophobie.ca est vraiment en matière de site web, là, de type plateforme, ressources d'information. C'est le premier site web de référence francophone, québécois, qui existe sur la question. Je pense pas qu'il y en ait un en anglais au Québec non plus, mais je pense même pas qu'il y en ait d'autres francophones de ce genre-là. Et même le contenu du blog, là, on y va vraiment avec un niveau et un style journalistique. À part dans les éditos, c'est très rare qu'on va partager nos impressions, nos avis. On va présenter les situations et les gens se font leur propre avis parce qu'on croit aussi en la capacité des gens de se faire leur propre idée et on croit au jugement des gens, en fait. Donc, mais c'est au-delà justement de la partie qui est plus roulante du blog parce qu'on veut que les gens reviennent, on veut que les gens explorent le site. Il y a toute la partie questions-réponses. Il y a différentes études qu'on cite. On fait référence à des organismes. On a des listes de personnes qui ont pris position sur les questions de grossophobie. On a plein de... Et justement, on veut offrir aussi toute une composante de services pour aider les entreprises à réaliser leurs lacunes, mais à les combler aussi et à parce que il y a beaucoup de vœux pieux, mais il n'y a pas nécessairement beaucoup de ressources pour savoir comment le faire, comment développer des meilleures pratiques. Et ça, c'est facile de chialer, de dire ah ben les employeurs sont ci, les employeurs sont ça. Fine, mais faut leur donner une chance, faut leur donner les moyens, il faut leur donner quelqu'un à qui se référer, il faut leur donner, comme tu disais, des guidelines, il faut leur donner des références. Et c'est pour ça, c'est une des choses que moi j'ai envie de faire, d'accompagner les employeurs, d'accompagner les gens dans les RH, les recruteurs, d'engager les gens, d'accompagner les gens qui font le design des espaces de bureau pour que une personne grosse puisse se sentir aussi à l'aise qu'une personne petite. C'est sûr que la personne petite, c'est pas moi qui va pouvoir donner des conseils pour cette personne-là, mais réaliser que ben, cet espace-là entre deux cubicles, c'est trop petit. Ou penser que la chaise va être maximum cette grosseur-là, c'est trop petit. Un excellent point. Donc, je vais inviter les gens à te suivre comme je le fais de façon religieuse. Donc, Édith Bernier, je vais mettre les liens vers ton livre, ta plateforme, là, ton blog, tout ça. Je vais inviter les gens aussi à t'ajouter sur LinkedIn. Est-ce que c'est correct si les gens t'ajoutent Oui, absolument, sur LinkedIn? absolument. Super. Puis même sur Facebook aussi, tu as une page qui est reliée. Page d'Édith Bernier, oui, donc où je parle en fait donc de mes livres, de mes projets par rapport à la consultation, par rapport aux conférences. C'est là aussi, c'est ma plateforme pour essayer d'aller rejoindre les gens. J'ai justement récemment mis à jour toute la partie là, l'histoire, le à propos de la page pour indiquer plus en détail qu'est-ce que je peux faire et qu'est-ce que je veux faire et comment il y a moyen de faire
dans le fond, des choses ensemble pour améliorer la situation des personnes grosses, pour faire donc de la prévention de la grossophobie et de l'inclusion des personnes grosses, que ce soit dans tous les milieux, mais entre autres en milieu de travail. Parfait. Fait que donc, tu offres évidemment de l'information à travers tes plateformes. Si jamais on a besoin d'un accompagnement, tu fais de la consultation aussi en ce sens-là. Puis tu offres aussi des conférences. Est-ce que tu te déplaces en entreprise? Oui, absolument. Super. Absolument. Donc, des conférences que ça peut être sur, j'ai donné une conférence sur justement la discrimination basée sur le poids en milieu de travail. Donc, avec des exemples, avec des données, avec des explications, avec qu'est-ce qu'on peut faire aussi pour remédier à ça. C'est sûr que les défis sont nombreux. Je pense qu'il y a déjà plein de choses qui peuvent être faites avec un minimum d'accompagnement, avec un minimum de bonne foi. On peut même, dans les services que j'offre aussi, j'encourage les gens à soumettre des textes, par exemple, pour la révision, parce que dans la rédaction de politiques, entre autres des politiques de discrimination ou des politiques de code de vie d'entreprise, ben on peut ajouter la discrimination basée sur la taille, sur le poids ou sur l'apparence, par exemple, aux genres de discrimination ou de harcèlement qui sont pas acceptés en milieu de travail, parce que techniquement, en ce moment, ça n'est pas protégé par la loi, mais ça ne veut pas dire que les RH peuvent pas avoir un rôle clé là, à ce niveau-là. Et qui sait, ça se pourrait que ça commence en milieu de travail et que ça fasse boule de neige. Ça serait vraiment génial. Parce que j'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'organisations en ce moment qui se penchent justement sur leur politique de prévention du harcèlement en milieu de travail. Donc, ça pourrait être une belle occasion justement de se pencher sur le sujet. Merci encore une fois, Edith. Écoute, je te remercie tellement de ton temps. Ça a été super intéressant et enrichissant. J'étais certaine que ce le serait. Encore une fois, j'invite les gens à suivre. Je mets tous les liens dans la description. Puis je te dis bye-bye. Merci encore. Ben merci pour l'invitation. Puis honnêtement, j'espère que les gens, qui vont être intéressés par le propos, qui vont avoir envie d'en savoir plus, et puis qui vont voir à quel point tu fais un travail formidable, parce que c'est vraiment un excellent sujet à discuter en podcast et que j'ai pas la chance de discuter souvent, mais c'est toujours un plaisir de discuter. Super, ben écoute, ça m'a vraiment fait plaisir. Merci à toi, puis lâche pas. Si tu me dis que c'est important d'en parler, mais ton travail est d'autant plus important à ce niveau-là. Merci beaucoup. Merci, bye bye.